Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Clédou Info, deuxième édition, bienvenue. La campagne agricole 2017-2018 a été validée hier par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta lors de la 9e édition du Conseil supérieur de l'agriculture. 9 soldats maliens tués, 5 autres grièvement blessés, c'est le bilan d'une embuscade dont un convoi du groupement tactique inter-armes Balanzan est tombé hier dans la zone de Nampala. Fin de la grève illimitée, fin de la grève de 15 jours des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Un accord a été trouvé hier tard dans la soirée entre les syndicats et le gouvernement malien. Vous entendrez dans ces 13 heures le professeur Tchemoko Dao, porte-parole des syndicats. Mesdames, Messieurs, voici pour vous quelques grandes lignes qui seront développées dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. La 9e édition du Conseil supérieur de l'agriculture s'est tenue hier à Koulouba sous la présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agissait au cours de cette rencontre de présenter le plan de la campagne agricole 2017-2018 pour la validation. À l'issue du Conseil supérieur, le président Ibeka a maintenu les 15% du budget national alloué à l'agriculture, la subvention des intrants et équipements agricoles. Compte rendu Fanta Diakiti. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, se réjouit du bilan record de la campagne passée. Cependant, il a encore insisté auprès du ministre de l'Agriculture pour la bonne gestion des intrants subventionnés. Malgré l'effort qui est fourni déjà par le département, là un secteur sur lequel vous devez veiller comme sur la prunelle de vos yeux, avec beaucoup de rigueur, la qualité, la justice, l'impartialité, l'objectivité doivent être les critères dans ce domaine-là. Donc, des intrants propres, de bonne qualité, qui ne portent préjudice ni à la terre, ni aux productions, et ne mettent pas en danger la vie de notre peuple. Ainsi, la nouvelle campagne 2017-2018 mettra un grand accent non seulement sur la politique d'accroissement des rendements de production à l'hectare à travers la réduction des superficies, mais aussi sur la modernisation de notre agriculture. Cela demande un budget conséquent pour cette nouvelle campagne. Dr Nando Dambélé, ministre de l'Agriculture. Le coût global des deux plans de campagne, c'est-à-dire production végétale plus production animale, aquacole et halieutique, 287,7 milliards. La part de l'État s'élève à peu près à 153,7 milliards, soit à peu près 53,4%, dont 89,8 milliards de francs CFA en termes de subventions qui se composent comme suit. Subventions intrants agricoles, 53,5 milliards, dont 10 milliards pour l'élevage et la pêche. Subventions équipements agricoles, 6,3 milliards de francs CFA. La part des producteurs est de 134 milliards. À l'issue de cette 9e session du Conseil supérieur de l'agriculture, le président Keïta a donné le ton. Le programme de la campagne agricole 2017-2018 est validé. Le programme d'équipement des exploitants agricoles antimatériels, de mécanisation et de motorisation est validé. Le programme de subvention des intrants agricoles se poursuivra. Le programme de création de nouveaux villages et de CRP est validé. Le programme de recrutement de 500 agents est validé. La dotation de 15% du budget national est validée. Il ne reste que pour nous tous de souhaiter une bonne campagne agricole 2017-2018. Sur le plan sécuritaire, un convoi du groupement tactique inter-armes Balanzan est tombé dans une embuscade ce mardi 2 mai 2017 dans la zone de Nampala, au centre du pays. Le bilan provisoire fait état, entre autres, de 9 soldats maliens tués, 5 grièvement blessés et 2 véhicules détruits. Kassim Traoré nous fait le point. Il était 13h10 lorsque le groupement tactique inter-armes Balanzan revenait de Nara. Il mettait le cap sur Nampala. Après avoir dépassé Djabali de 35 km, soudain une mine explose, détruisant 2 véhicules et les auteurs de ce forfait étaient cachés non loin de la forêt de Ouagadougou, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Juste le temps de l'explosion de la mine, s'en sont suivis des tirs nourris d'armes lourdes et automatiques. Les assaillants, que les témoins qualifient de terroristes, tiraient sur tout ce qui bougeait. Les soldats du convoi qui étaient derrière ont répliqué,
Mais face à la puissance des faits des terroristes, ils ont été contraints à se replier et pendant ce temps, les terroristes ont disparu dans la nature. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 9 soldats maliens tués, 5 grièvement blessés, 2 véhicules détruits, un autre emporté et une dizaine de soldats portés disparus. A noter qu'il y a juste une semaine, plusieurs dizaines de pick-up terroristes lourdement armés ont été aperçus dans les environs de Nara, Banamba et Djoura. Les populations de ces localités avaient alerté les autorités. Le deuxième enseignement de cette attaque est le fait que l'armée malienne doit avoir des véhicules anti-mines qui puissent prendre le devant de leur convoi pour éviter des embuscades du genre. Il faut signaler qu'à Gourmara-Rousse aussi, des combats ont été signalés entre les Gandakoy et les Gatia dans le secteur de Arbichi, à environ 35 km à l'ouest de Gourmara-Rousse. En tout cas, les Gandakoy et les Gatia sont tous membres de la plateforme. On reste avec vous, Kassim Traoré, pour parler de la grève illimitée du collectif des enseignants des régions nord du Mali. Depuis le 6 février 2017, les écoles sont fermées à Gao. Cette situation fait peur aux élèves qui voient leur année scolaire menacée. À quelques semaines des examens de fin d'année scolaire, les élèves de Gao demandent aux autorités scolaires de penser à leur situation. L'année scolaire tire vers sa fin, alors que depuis le 6 février 2017, les écoles sont fermées dans les régions nord du Mali, y compris Gao, d'où l'inquiétude des élèves. Le gouvernement n'a qu'à trouver une solution pour ça, pour que les enseignants viennent nous enseigner. Sinon, le DEF, là, ça sera très difficile. Les professeurs qui sont en grève, je le dis seulement de faire tout pour qu'ils viennent donner un peu de cours, même si le gouvernement ne les a pas payés. Je laisse vraiment un appel à l'autorité compétente, vraiment de faire tout pour qu'ils nous aident vraiment à surmonter vraiment ces problèmes. À Gao, la fermeture des écoles a eu des conséquences sur le bon déroulement de l'année scolaire. Nous quand même, on n'est pas prêts. Je veux que le gouvernement repousse les dates d'un mois ou bien de 2 mois. Déjà Mohamed, je suis candidate au bac. Juste pour les enseignants, quoi. Si le gouvernement nous aimait comme ils le disent, ils allaient répondre aux enseignants. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Leurs enfants ne sont pas au nord. Qu'on fasse tout pour sauver l'année, puisqu'on ne veut pas d'année blanche vraiment. Pour les enseignants et les parents d'élèves, l'État doit être un peu regardant vers les enseignants des régions nord du pays. Bien, il y a beaucoup de syndicats. Les magistrats se gèrent, les hôpitaux se gèrent, mais sans éducation, qu'est-ce que c'est qu'un État? Les Mali de demain, c'est nous. Et si on n'étudie pas, l'État n'a qu'à chercher une solution. Je m'appelle Daouda Meiga. Nous sommes les parents d'élèves. À ce titre, nous sommes vraiment confus et inquiets. L'école c'est confié à nous qui sommes à Gao. Est-ce qu'il y a un enseignant qui peut dire qu'il n'a pas d'enfants à l'école? Comme à Gao, les écoles sont fermées aussi à Tomok, car c'est le même collectif qui a lancé le mot d'ordre depuis le 6 février dans les régions nord du Mali. Pendant ce temps, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 lèvent leur mot d'ordre de grève de 15 jours. Un accord a été trouvé entre les syndicats et le gouvernement malien. Dans cet accord signé hier tard dans la soirée, l'État s'engage à donner un statut et une grille aux enseignants. Un projet de loi avec un indice financier de 5,620 millions de francs CFA sera déposé à l'Assemblée nationale lors de la session ordinaire d'octobre 2017. Les détails avec le professeur Tchemoko Dao, porte-parole des syndicats signataires. Il est au micro d'André Traoré. Quand vous prenez les points 1, 2 et 3, alors relatifs au statut autonome de l'enseignant, à l'harmonisation des salaires des enseignants maliens avec les salaires de la sous-région, à l'augmentation de l'indemnité spéciale de responsabilité pour les enseignants des catégories A, B et C, il sera adopté un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l'éducation préscolaire et spéciale et des enseignements fondamentaux et secondaires. Maintenant, le point 4, la régularisation de la situation administrative et financière des sortants de l'ENSUP nouvelle formule, au même titre que ceux de l'ENI et de l'HYPER-IFRA. Nous avons eu des ennuis, mais vraiment le gouvernement s'engage à régulariser la situation des sortants de l'ENSUP. Cette régularisation concernera les diplômés de 2013 et de 2014 qui ont intégré les fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Une commission sera mise en place à cet effet. Le palier d'intégration des diplômés de l'ENSUP sera défini en fonction de la nouvelle grille. Le point 5, la conformité de la relecture de l'arrêté 3282 du 11 août 2011 avec les recommandations de la lettre de protestation des différents syndicats. Le gouvernement s'engage à consulter la partie syndicale sur le projet d'arrêté avant sa signature. Voilà quelques points alors dont la satisfaction en tout cas a motivé la levée du mot d'ordre.
Professeur Tchemogo Dao, porte-parole des syndicats signataires. De son côté, la coordination des syndicats de l'enseignement secondaire pense que le point 4 de l'accord relatif à la régularisation de la situation administrative et financière des sortants de l'UNSUP nouvelle formule, au même titre que ceux de l'ENI et de l'Hyper-IFRA, ne répond pas à leurs préoccupations. Écoutons Adama Konaté, il est le secrétaire général des syndicats de l'enseignement secondaire. En 2015, nous avons vu que l'ENSUP c'est 5 ans, l'ENI c'est 5 ans et l'Hyper c'est 5 ans. Et tous ils bénéficient, n'est-ce pas, des avantages, n'est-ce pas, liés à ça, mais l'ENSUP ne bénéficie pas. Donc c'est pourquoi nous avons demandé ça. Et donc quand nous avons demandé, nous avons un accord avec le gouvernement sur ce point. Et les syndicats signataires, voyant que le point, ça n'avait pas trop bougé, ils ont mis ça dans leur point de revendication. Mais malheureusement aujourd'hui, le résultat que nous avons vu, nous sommes désolés, n'est-ce pas, de dire que ça ne répond pas à la vision de la COSES. Pourquoi? Parce que c'est toute la nouvelle formule qui doit être prise en compte. Pas seulement 2013 et 2014. Parce que à ce niveau, l'année dernière, quand nous voyons ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, de l'ENSUP nouvelle formule, ils ont été recrutés, les nouvelles recrues, on les a alignés avec l'indice 3.3 directement. Et ils dépassent directement en salaire ceux qui ont été recrutés pendant plus de 5 ans. Donc c'est un véritable problème. Donc nous déplorons cette situation. Voilà pourquoi aujourd'hui la COSES n'est pas du tout d'accord, n'est-ce pas, avec ce point. Pas les autres points, puisque nous ne sommes pas habilités, n'est-ce pas, à juger ça. Mais ce point qui est déjà un accord entre nous et le gouvernement, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Adama Konaté, secrétaire général de la COSES. Célébration ce mercredi de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème national retenu est rôle et mission des journalistes en période de crise. Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Au Mali, elle s'étend sur toute la semaine. Aruna Ba nous en parle. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, je lance un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l'encontre des journalistes parce qu'une presse libre fait progresser la paix et la justice pour tous, a lancé Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Et sur le plan national, le thème choisi s'intitule « Rôle et mission des journalistes en période de crise », un thème d'actualité selon le président de la Maison de la presse du Mali, Draman Aliokoune. On a initié des activités qui a été initiées par la Maison de la presse et les 5% de la presse, ce qu'on appelle depuis 3 ans la National de la presse au Mali. Autour du thème rôle et mission des journalistes en période de crise. Et ce thème est avant tout un thème d'actualité nationale pour nous. Il s'agit de rappeler nous baser notre rôle dans la recherche de la solution à la crise malienne en termes de devoir et en termes de droit. Il y aura aussi une nuit de reconnaissance à ceux qui ont donné de leur corps et de leur temps à notre métier. Il s'agit des anciens de la presse et des jeunes talents qui sont en activité. Du côté de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, la presse est en phase de mutation au Mali. Bandjoukou Dante, président de l'URTEL. Il y a des situations que nous ne connaissions pas auparavant. Et malgré ces difficultés d'ordre professionnel, d'ordre technique, d'ordre même des difficultés financières, les gens se battent quand même pour exercer ce travail-là. Ensuite, l'environnement également est un environnement compliqué. Donc c'est vraiment un poids-main des défis, des enjeux. La journée de la liberté de la presse vise à célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Ici au Mali, la Semaine nationale de la liberté de la presse a véritablement démarré ce mardi à la Maison de la presse de Bamako. L'histoire de la presse malienne était au menu des discussions. Mahamadou Khan nous en dit plus. Le Mali, classé 116e sur 180 pays, fait plutôt figure de bon élève pour parler de liberté de presse. Il faut dire que le pays revient de loin. Alexis Calambri, directeur de publication du journal Les Échos. La presse malienne, d'abord une presse de propagande et ensuite une presse de combat démocratique. La presse privée est née dans un contexte de combat démocratique. Les journalistes se reconnaissent encore dans ce combat démocratique. À la limite, chaque article est un combat que nous menons. Donc, jusqu'où on peut rester militant ou jusqu'où on doit rester que professionnel, la ligne n'est pas tranchée. Mamadou Diarra,
ancien journaliste au quotidien d'État L'Essor. C'est historique de la presse malienne, je l'ai brossé en 3 thèmes. Le premier thème, ça se situe dans la période coloniale. Le deuxième thème, c'était après l'indépendance, la presse après l'indépendance. Et le troisième thème, c'était la presse après les événements de mars. Parce que ce sont les événements de mars qui ont libéralisé complètement le paysage audio et écrit de la presse. En plus de l'histoire de la presse présentée par le doyen Mat Diarra, la culture des médias a été l'autre thème de la journée de mardi, débattu par le doyen Diomansi Bomboté. À suivre ce mercredi, toujours à la maison de la presse, le thème journalistes et hommes des médias, devoirs et responsabilités en période de crise, un thème qui sera animé par le journaliste malien Adam Cham et le célèbre activiste burkinabé Maître Guy Hervé Kam. Sans transition, voyons à présent ce qui fait la une de l'actualité internationale. En Tunisie, un collectif d'ONG tunisiennes et internationales a mis en garde ce mardi contre un recul de la liberté de la presse et de la liberté d'expression dans l'unique pays rescapé du printemps arabe, 6 ans après la chute de la dictature. Le gouvernement tunisien n'a eu de cesse ces dernières semaines de resserrer le taux sur la presse, affirment ces 25 associations dans un communiqué publié notamment à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce mercredi. Sur le sol européen en France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent ce mercredi soir face à face pour le débat de l'entre-deux tours. À 4 jours du second tour de la présidentielle, les deux candidats prennent ce grand rendez-vous très au sérieux. Selon l'un des conseillers de Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite accorde une importance particulière à ce débat. Ce sera pour elle l'une des dernières occasions d'inverser le cours des choses alors qu'elle apparaît toujours nettement distancée par son adversaire dans le sondage. La Corée du Nord confirme l'arrestation d'un enseignant américain accusé d'activités hostiles. Le citoyen américain arrêté en avril par les autorités de Pyongyang est détenu pour avoir commis des activités hostiles, a annoncé ce mercredi l'agence d'État nord-coréenne. Kim Sang-duk a été interpellé à l'aéroport de Pyongyang alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Il s'agit du 3e américain détenu en Corée du Nord. Pyongyang a par le passé exigé la visite des responsables américains de haut rang en échange de la libération de leurs ressortissants. Retour à l'actualité nationale. Lancement ce week-end des activités de la coordination des jeunes du Mandé, CJM Mali, une association apolitique qui a pour objectif de contribuer au développement socio-économique et culturel du Mandé en particulier et celui du Mali en général. Écoutons au micro de Aminata Yatara, le président de la coordination des jeunes du Mandé, Ségou Keïta. Cette conférence aujourd'hui, c'est pour montrer aux yeux du monde que nous, en tant que jeunes du Mali, en tant que jeunes du Mandé, organisés depuis 2013 dans une grande coordination, qui sommes en train d'entreprendre des activités de développement à la base, et dans beaucoup de secteurs vraiment clés du développement, que nous essayons de présenter au monde, de donner un exemple aux autres jeunes du pays, montrer au monde ce que nous faisons, ce que nous avons fait, ce que nous avons pu réaliser et comment nous avons pu réaliser cela. Et aussi essayer vraiment de vous faire part aussi de nos projets d'activité, le programme annuel 2017, les activités que nous comptons vraiment entreprendre et avec quels moyens nous comptons les entreprendre, parce que l'information aujourd'hui, c'est la base, c'est le moteur vraiment du développement. Donc du coup, il faudrait vraiment expliquer cela aux médias et expliquer ça au monde, ce que nous faisons et ce que nous prétendons vraiment faire dans les années à venir ou encore dans les jours à venir. Ségou Keïta, président de la coordination des jeunes du Mandé. Restons dans le domaine culturel. Du 18 au 21 mai 2017 se tiendra à Koulikoro la 9e édition du festival Daoulaba. Le thème choisi cette année est Femmes, jeunes et migration, dignité et sécurité humaine, le rôle du coton dans la recherche d'alternatives. Les organisateurs ont tenu un point de presse ce week-end pour informer l'opinion publique sur cet événement culturel. Mariam Kouyaté, reportage. Koulikoro accueillera du 18 au 21 mai 2017 le festival Daoulaba. Cette année, l'accent a été mis sur le rôle du coton afin d'interpeller les autorités et les investisseurs sur la valorisation du coton au Mali. Selon la promotrice du festival plusieurs nouveautés seront au rendez-vous de cette rencontre culturelle.
Les innovations de cette 9e édition sont inédites. Nous aurons comme invité d'honneur Patéo de la Côte d'Ivoire qui n'est plus à présenter. Et nous allons avoir la 2e édition du concours pour le prix Chris Seydou pour le talent et la créativité. Nous avons comme innovation le salon de l'artisanat, de la recherche et de l'industrie textile. Et nous avons, je pense que le débat autour du coton ne peut être que innovant. On apprend tous les jours et ce coton-là porte le Mali, porte les Maliens. Il est important que ce soit un sujet qui interpelle tout le monde, et la presse et les consommateurs, parce que le destin du Mali est lié à celui du coton. C'est pour cela que cette année, le thème du festival est femmes, jeunes et migration, parce que la crise migratoire aujourd'hui interpelle le monde entier. Et ces rencontres autour du coton peuvent permettre cela, parce que le coton peut résorber la question du chômage et de la pauvreté et diminuer ce flux humain qui veut partir vers un Eldorado qui n'en est plus un. Durant 4 jours, plusieurs activités seront au menu de ce festival, telles que des forums, le salon de l'artisanat, de la recherche et de l'industrie textile, des foires agricoles, des défilés de mode, des ateliers et spectacles de marionnettes, des concerts géants qui seront animés par des artistes comme Cheikh Tidiane Seck, Nawa Doumbia, Mariam Kone, Oumou Sangaré et beaucoup d'autres invités. Et c'est ce qui met un point final à cette 2e édition de Clédou Info. Au microphone d'Adamo Kouk avec la complicité technique de Fatou Fala. Tout de suite, votre émission sportive en langue bambara. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.